Ça, c'est l'étoile de la mort de Star Wars, et d'après Sam Altman, le PDG d'OpenAI, c'était censé représenter la révolution qu'allait être le tout nouveau modèle de OpenAI, GPT-5. Sauf que, quelques jours plus tard, ce qu'on a eu la chance de tester ressemblait plutôt à ça. Alors comment OpenAI a pu sombrer dans les sondages des utilisateurs à ce point? Pourquoi une majorité de personnes disent que GPT-4o, le modèle sorti plus d'1 an avant GPT-5, était bien meilleur? Comment l'entreprise valorisée à plusieurs milliards de dollars en a été réduit au point de trafiquer des graphiques devant des millions de personnes? Le graphique est faux, c'est pas le bon graphique. Mais surtout, comment ont-ils fait le 13 août 2025 pour rebondir et faire oublier discrètement cette histoire à tout le monde? Après avoir passé près d'une semaine à suivre de très près ce sujet, analyser toutes les vidéos, les actualités et les rapports publiés, j'ai enfin réussi à découvrir quelque chose d'incroyable qu'on va voir ensemble. Bon, déjà, avant de comprendre la suite de la vidéo, faudrait déjà que tu puisses comprendre comment Sam Altman nous a vendu ce tout nouveau modèle GPT-5. Comme t'as pu le voir, il nous l'a comparé à l'étoile de la mort de Star Wars, mais pas que en réalité. Il nous l'a vendu comme un système de niveau doctorat, le meilleur modèle du monde en termes de codage qui va complètement révolutionner l'industrie, un système qui offre des réponses ultra rapides, mais tout en gardant une réflexion ultra approfondie. Il nous l'a vendu aussi comme un routeur, c'est-à-dire que sur ChatGPT, beaucoup de personnes commençaient à être perdues parce qu'il y avait énormément de modèles. On avait ChatGPT 4o, 4.5, 4.1 mini, 4.1, O3, O1, bref, il y en avait énormément de modèles et au final, on savait plus trop quand utiliser quel modèle et pourquoi. Le truc super avec GPT-5, avec ce que Sam Altman nous avait annoncé, c'est que GPT-5 en fait servirait de routeur, c'est-à-dire qu'en fonction de la requête de l'utilisateur, il routerait l'information au bon modèle. D'ailleurs, garde bien ça en mémoire parce qu'on y reviendra plus tard dans la vidéo et ça aura toute son importance. Il nous a aussi vendu un modèle qui ferait beaucoup moins d'erreurs et de divagations, des interactions plus naturelles. Sam Altman a aussi déclaré, je cite, que GPT-5 surpasse les percées précédentes d'OpenAI en matière d'intelligence de pointe. Bon, c'est la traduction française. Sam Altman a affirmé, je cite, que c'est une étape significative sur le chemin vers l'AGI. Alors, l'AGI, pour faire simple, c'est une IA qui est en capacité de comprendre, d'apprendre ou de résoudre n'importe quel problème aussi bien qu'un humain. Donc en fait, c'est un peu la super IA qui nous rendrait tous inutiles. Donc ça partait plutôt bien et honnêtement, ça avait vraiment hypé la plupart des personnes qui étaient dans la communauté de l'IA. Le 7 août 2025 s'est déroulée la keynote de OpenAI. La fameuse keynote qui devait présenter son tout nouveau modèle de ChatGPT, GPT-5. Et comme tu peux le voir sur ce React, j'étais assez impatient. La keynote. Allez, c'est parti. On va se regarder la petite keynote ensemble. Bon, je vais te mâcher un peu le travail et t'éviter de regarder l'heure et demie à peu près de conférence qu'il y a eu. Et voici un résumé de ce que tu vas devoir retenir à peu près en 11 points. Le premier point, c'est que GPT-5 sert désormais de routeur. On en avait parlé avant et je te l'ai dit. Retiens bien ce point parce qu'on en aura besoin pour plus tard. Donc on n'a plus besoin de sélectionner le modèle. Maintenant, GPT-5 est le seul modèle unique qu'on peut avoir. Et c'est lui qui va faire la transition entre tous les autres modèles et le GPT-5 Thinking, qui est un petit peu l'équivalent de O3 mais en amélioré. On a une augmentation de la vitesse de raisonnement, une nouveauté incroyable qui est en fait que le modèle est accessible aux utilisateurs gratuits, ce qui est en fait une première un petit peu historique car d'habitude OpenAI mettait toujours pour les versions gratuites les anciens modèles, sûrement pour aussi une question de calcul et de coût. On a maintenant le meilleur modèle de codage sur le marché, une écriture plus humaine, plus rythmée, plus authentique, plus émotionnelle. Il le dit, c'est le modèle le plus fiable et factuel du monde. La sécurité est totalement repensée. On peut complètement personnaliser le caractère de l'IA et du moins il le prend. On pouvait déjà le faire un peu avant mais il le prend vachement plus en compte et donc du coup on peut vraiment avoir l'assistant qui nous convient. Il va pouvoir avoir accès à Gmail et Google Agenda. On a plein de nouvelles options de personnalisation dans l'API, ça c'est vachement cool mais je vais passer un petit peu rapidement sur le sujet pour cette vidéo. Et on va avoir environ 400 000 tokens de contexte, ce qui est bien mais c'est pas incroyable. On espérait quand même avoir le million pour ce modèle, donc c'est quand même bien inférieur que ce qui va se faire chez des concurrents. Mais bon, c'est pas grave, on peut pas tout avoir. Bon, la keynote c'était sympa, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui va se passer après. Est-ce que le modèle répond vraiment à nos attentes? Eh bien, de ce que j'ai vu, après avoir testé le modèle, normalement c'est ici que tu viens t'abonner à la chaîne et liker la vidéo si elle t'a plu. Non, plus sérieusement, tu te souviens quand je t'ai parlé de ChatGPT 5 et du fait qu'il allait servir de routeur? Eh bien, pendant la sortie, eh ben ça marchait pas.
tout simplement. Le coût marketing des utilisateurs qui auront accès à la version gratuite de GPT-5, etc., c'était un peu bancal, parce que le seul moyen d'avoir accès à GPT-5 Thinking, c'était de payer et de sélectionner manuellement la version Thinking, donc réflexion approfondie. D'autre part, GPT-5 était complètement bridé. Et pour illustrer ça, je vais parler du YouTuber Defend Intelligence. En fait, à la sortie de GPT-5, le YouTuber Defend Intelligence nous a sorti une vidéo en expliquant qu'il avait déjà accès depuis plusieurs semaines à la nouvelle version du modèle de ChatGPT, GPT-5. Donc c'est top parce qu'en soi, il a un peu plus de recul que nous sur le sujet et on va pouvoir avoir un vrai avis et se dire, ok d'accord, est-ce que ce modèle est vraiment intéressant ou pas? Et dans la vidéo, il reste assez élogieux. Il va montrer d'ailleurs des comparatifs entre d'autres modèles d'IA et GPT-5 sort vainqueur et les comparatifs sont plutôt solides. On va dire que GPT-5 est vraiment prometteur. Alors il fait surtout beaucoup de tests au niveau du code, mais en termes de code, GPT-5 est vraiment prometteur. Sauf que quelques jours après la sortie de sa vidéo, il annonce dans les posts en commentaire et en post épinglé avec sa communauté que le modèle qui est actuellement disponible au grand public n'a rien à voir avec ce qu'il a eu la chance d'utiliser avant. Et qu'en fait, on aurait accès à une version bridée. D'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont commencé à faire des tests avec GPT-5, à tester des trucs, et les réponses sont pour la plupart du temps très compliquées pour un nouveau modèle qui nous rapproche de l'AGI. Par exemple, une personne s'est amusée à lui demander en fait de générer la carte des États-Unis avec l'intégralité des États. Et sur tous les États qu'il y a aux États-Unis, il y en a quand même pas mal, et bah il y en a deux juste, le Montana et le Kansas. Tous les autres sont faux. Ensuite, ils ont demandé à GPT-5 de tracer une chronologie de tous les présidents américains. Et bah, la chronologie de GPT-5, c'était la moins précise de tous les modèles testés. Elle répertorie que 26 présidents, les années ne sont pas dans l'ordre et correspondent pas à chaque président, et il y a des noms qui sont tout simplement inventés. Ah oui, et d'ailleurs pour GPT-5, Joe Biden, bah il est toujours président. Et en plus de ça, on était restreint à environ 200 messages par semaine, qui est que dalle vu que le modèle était bridé. En bref, c'était plus vraiment utilisable pendant cette période. Et pour terminer avec les problèmes, si je te parle de sycophancy, est-ce que ça te parle? La sycophancy, ça pourrait se traduire par un flatteur insincère. En fait, c'est le fait que ChatGPT, il aille toujours dans notre sens, qu'ils disent qu'on est super beau, incroyable, magnifique, et que toujours quand t'as une idée, même si c'est une idée que t'as eu à 3 h du matin et qui est absolument nulle, il va te dire, ouais, mais c'est incroyable ce que t'as fait. Eh bien, OpenAI, en fait, a décidé de réduire la sycophancy de GPT-5. Et honnêtement, c'est un truc que je trouve plutôt bien, parce que c'est vrai que d'un point de vue productivité, avoir un yes man qui dit que t'as raison toutes les 2 secondes, c'est pas trop optimal. Mais d'ailleurs, en fait, cette décision, elle vient pas de nulle part. Elle a notamment été influencée par le rapport du 2 mai 2025, qui raconte qu'en fait, OpenAI avait effectué une mise à jour sur GPT-4o, qui l'avait rendu beaucoup plus flatteur, donc qui avait augmenté la sycophancy. Et en fait, ça avait assez déplu. Donc en fait, ils ont pris une note de cette expérience pour justement la réduire pour leur prochain modèle, faire en sorte qu'il ne rédige plus de commentaires inutiles, qu'il aille droit au but, et qu'on n'ait plus à écrire « fais une réponse courte, s'il te plaît ». Bon, il y en a beaucoup qui disent pas le « s'il te plaît », mais... Sauf qu'en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont crié au scandale, ils ont reproché à OpenAI d'être oubliés, que tous les clients, en fait, n'étaient pas forcément ni des développeurs, ni des entreprises, et en fait, qui s'étaient réellement attachés au modèle GPT-4o de OpenAI. C'est même parti là, parce qu'il a commencé à avoir une pétition qui était lancée, qui a commencé à réunir des signatures, etc. Donc voilà, vraiment, je pense que c'est à ce moment-là, vraiment, que les acteurs se sont rendus compte que les utilisateurs commençaient à avoir un attachement émotionnel fort à des intelligences artificielles. Bon, après ce lancement catastrophique, Sam Altman, il a pas mis longtemps pour réagir. Finalement, ils sont revenus assez rapidement en arrière. Ils ont jugé d'ailleurs que c'était une erreur de pas avoir laissé GPT-4o en parallèle de GPT-5 et qu'ils avaient sous-estimé l'attachement des utilisateurs au modèle. Ça étant dit, GPT-4o ça suffisait pas, et rapidement après, ils ont commencé à ajouter la liste de tous les autres modèles, donc on avait O3, 4.5, etc. Heureusement, ils ont passé la limite à 3000 messages par semaine pour GPT-5 Thinking, qui est quand même déjà beaucoup plus abordable. Ils ont réparé le routeur. GPT-5 fonctionne. Je veux dire, la fonctionnalité phare de GPT-5 fonctionne maintenant. Super. Ils ont aussi permis une fonctionnalité vraiment intéressante, en fait, c'est de venir sélectionner le niveau de réflexion du modèle. Donc soit, en fait, on peut mettre ChatGPT-5 en automatique, donc c'est le routeur, tout simplement, il vient sélectionner Thinking quand il en a besoin, le GPT-5 basique aussi, etc., etc. Ou alors on a le mode de réflexion avancé, ce qu'on avait avant quand on avait la version prompt qu'on pouvait venir sélectionner, ou alors un modèle, donc une version où on peut venir faire une réponse réfléchie mais rapide, un fast thinking. Et ça c'est vraiment pratique
parce que le problème du thinking, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps pour récupérer une réponse, et c'est vrai que ça peut devenir un petit peu lent. Et le problème, c'est que vu que GPT-5 répond la plupart du temps un peu n'importe quoi, bah t'es obligé de trouver une solution, et en fait tu passes sur le GPT-5 Thinking Fast qui permet en fait d'avoir des réponses qui sont convenables. Et là, ils sont en train de retravailler activement la personnalité du modèle qui devrait être mise à jour très prochainement. Bon, finalement, j'ai quand même testé le modèle pendant près d'une semaine, et je l'ai testé sérieusement. Et ce que je peux te dire, c'est que le modèle, il est encore bridé. Et il a vraiment du mal à réaliser des tâches qui sont simples. Et je vais donner un exemple très précis. Il y a 3 jours, j'avais envie de regarder un film post-apo, un bon film post-apo. Le problème, c'est que j'en ai déjà vu beaucoup et que du coup, j'arrive plus forcément à en trouver. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à GPT-5 de me classer par note les 20 derniers films sortis dans la thématique post-apocalyptique. Et il m'en a donné 5. D'ailleurs, la fonctionnalité Deep Research que je trouve beaucoup plus évoluée chez OpenAI que chez d'autres concurrents comme Perplexity ou comme Gemini, aujourd'hui fonctionne beaucoup moins bien. Mes réponses sont moins fournies et sont de moins bonne qualité. Et ça, j'arrive pas à l'expliquer. D'ailleurs, j'ai fait un Deep Research tout à l'heure avec O3 et j'ai l'impression que c'est la même chose. Alors peut-être que c'est un ressenti personnel ou alors c'est factuel avec tout ce qui s'est passé derrière. En tout cas, si t'es d'accord avec moi, n'hésite pas à écrire dans les commentaires #FreeChatGPT et au moins je saurai que je suis pas tout seul et je saurai qu'encore il y a des personnes qui trouvent que le modèle reste bridé. En attendant, si tu veux aller plus loin, je te mets juste ici une vidéo qui va t'apprendre à utiliser l'IA de Google cette fois pour qu'il puisse voir ton écran et qu'il puisse t'aider sur absolument n'importe quelle tâche.